Bonjour tout le monde. On va commencer tout de suite puisqu'on a des gens en ligne également. Donc, bienvenue à tous et à toutes à cette première conférence publique du chantier d'avenir en action climatique. C'est une nouvelle maîtrise sur mesure qui est offerte depuis cet automne à l'Université Laval. Donc, mon nom est Sylvie Laroche. Je suis coordonnatrice d'activités au chantier d'avenir en action climatique à l'Institut en environnement, développement et société. C'est moi qui vais être votre animatrice aujourd'hui. Donc, avant de commencer, permettez-moi d'abord cet énoncé de reconnaissance. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux. Étant à la croisée du Nyon-Wet'suwet'en du peuple Huron-Wendat, du Natkani du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamekw et du Wolastoquk du peuple Wolastoqey, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Donc, cela dit, les conférences publiques du chantier d'avenir sont une occasion de mettre en valeur des initiatives en action climatique qui ont un impact sur nos communautés. Et j'en profite d'ailleurs aujourd'hui pour remercier notre partenaire philanthropique, Promutuelle Assurance, pour son impact sur le chantier d'avenir en action climatique. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un conférencier qui nous entretiendra au sujet du processus qui a mené au développement de la stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik. Notre invité, Philippe Leblanc-Rochette, est coordonnateur en environnement au département de l'environnement, de la faune et de la recherche de Makivik, un organisme qui représente les Inuits du Nunavik et qui a pour mandat de protéger leurs droits et intérêts depuis 1978. Donc, avant de commencer, juste quelques petites informations techniques. Donc, sachez que la conférence aujourd'hui, elle est enregistrée. Et aussi, on vous demanderait de retenir vos questions pour la période de questions à la suite de la conférence. Donc, sans plus tarder, M. Leblanc-Rochette, bonne conférence à tous. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Sylvie, pour l'introduction. Donc, comme je l'ai mentionné, je m'appelle Philippe Leblanc-Rochette. Je travaille à Makivik. Donc Makivik, c'est une organisation inuit qui représente tous les Inuits du Nunavik. Puis, notre mandat, c'est de faire respecter, protéger les droits des Inuits qui sont issus de la signature de la Convention de la baie James et de l'accord de l'Artin, l'accord de revendication territoriale inuit. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik. On travaille là-dessus depuis 2019. En fait, c'est un processus qui est en train d'achever dans les prochains mois. On va être capable de finalement publier officiellement la stratégie. Puis aujourd'hui, je vais plus parler en fait du processus qui a mené au développement de la stratégie, comment on a collaboré les organisations du Nunavik, les communautés inuits du Nunavik ensemble pour en venir à développer cette stratégie-là, plus que sur le contenu en soi, parce que je vais faire un survol du contenu de la stratégie, mais ça serait très, très long d'aller en profondeur dans les détails de la stratégie. Puis, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, le contenu de la présentation, je vais commencer par faire un bref résumé du contexte social, environnemental au Nunavik. Ça va être très bref, puis en survol. Puis je sais qu'il y a sûrement beaucoup de personnes ici qui sont déjà allées au Nunavik, qui ont travaillé au Nunavik. Mais pour ceux et celles qui ont moins de connaissances du Nunavik, je vais présenter un petit contexte. Par la suite, je vais glisser un mot sur le savoir inuit puis la science occidentale. Ensuite, je vais juste faire un petit rappel de la différenciation entre adaptation et atténuation des changements climatiques. Je sais que pas mal tout le monde ici doit être déjà au courant connaître très bien la différence entre ces deux concepts. Puis ensuite, je vais discuter de la stratégie nationale inuit sur les changements climatiques. C'est une stratégie nationale à l'échelle du Canada qui adresse les priorités, les besoins des Inuits au Canada. Puis ensuite, je vais embarquer dans la stratégie vraiment qui s'applique au Nunavik. La stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik. Donc, je vais présenter les objectifs de la stratégie. Par la suite, je vais présenter l'approche qu'on a utilisée. Comme j'ai dit, ça va être le gros de la présentation, comment on a collaboré, les organisations du Nunavik, les communautés inuites ensemble pour développer ce projet. Puis, un bref survol du contenu de la stratégie. Par la suite, s'il reste un peu de temps, je vais présenter
les défis qu'on a rencontrés dans le développement de la stratégie, puis les défis qu'on envisage pour la mise en œuvre de la stratégie aussi, puis les leçons qu'on a tirées finalement là, dans ce projet, à partir de ce projet-là. Puis finalement, les prochaines étapes à venir. Donc, le contexte social environnemental, pour commencer, j'imagine que tout le monde est au courant, mais je vais aller expliquer quand même. Le Nunavik, c'est la partie au Québec située au nord du 55e parallèle. C'est habité par les Inuits depuis à peu près 3000 ans, donc ça fait extrêmement longtemps que cette région est habitée, exploitée par les Inuits. Il y a 14 communautés au total. Si on regarde la map, il y a 16 points, il y a 16 communautés, mais c'est parce que en bas à droite, c'est la communauté Naskapi de Kawawachikamach, puis Wapmagushu en bas à gauche, c'est une communauté Cri qui partage la même communauté avec Kuujjuarapik, qui est une communauté Inuit. Donc, il y a 14 communautés Inuit qui sont localisées à la baie d'Ungava, dans le détroit du Tson, puis à la baie du Tson. Au Nunavik, il y a 2 accords de revendication territoriale. Comme j'ai mentionné au début, la Convention de la baie James et du Nord québécois, signée en 1975. Cette convention-là, en fait, elle a établi les droits des Inuits sur le territoire au Nunavik. Aussi, ça a permis l'établissement de plusieurs institutions, dont Makivik, la Commission scolaire Kativik, la Régie régionale de santé et services sociaux du Nunavik, l'administration régionale Kativik. Donc, plusieurs institutions, établissements ont été développés suite à la signature de cette convention-là. C'est aussi cette convention-là qui a établi les terres de catégorie. Les terres de catégorie, c'est les différentes catégories de terres qu'il y a au Nunavik. Donc, les terres de catégorie 1, c'est ce qui est en noir foncé. Il y en a pour chaque communauté, sauf pour Vernituk, qui n'ont pas signé la convention de la baie James. Puis, ce sont des terres qui appartiennent aux Inuits. C'est les corporations foncières locales qui sont propriétaires de ces terres-là. Par la suite, le gris pâle, c'est les terres de catégorie 2, donc c'est des terres qui appartiennent au gouvernement provincial sur lesquelles les Inuits ont des droits exclusifs de chasse, pêche et trapage. Par la suite, tout ce qui est en blanc, ce sont des terres de catégorie 3. C'est des terres provinciales sur lesquelles les bénéficiaires Inuits et les non-bénéficiaires ont le droit de chasser et pêcher. Puis les bénéficiaires Inuits ont le droit exclusif de trapage. Donc, en gros, c'est comme ça le paysage là, des catégories de terre au Nunavik. Puis ensuite, en 2007, l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, ça a été signé en fait pour établir les droits des Inuits dans la région marine du Nunavik. Là, je n'ai pas de carte de la région marine, mais ça part à peu près d'ici, ça fait le tour du Nunavik, ça descend à peu près jusqu'à la pointe ici à Kilinik. Donc, c'est ça. Puis, il y a une gouvernance régionale qui est particulièrement complexe au Nunavik. Il y a beaucoup d'institutions qui gouvernent au Nunavik. Je n'entrerai pas dans les détails, ce n'est pas le but de la présentation. Ce qui est important de savoir, c'est que la culture, le mode de vie des Inuits est vraiment ancré dans le territoire, dans l'environnement. Je dirais la source d'alimentation principale, c'est encore la nourriture qui provient du territoire. Donc, ils vivent de la chasse, de la pêche. Donc, les impacts des changements climatiques ont un réel impact sur leur mode de vie et sur la sécurité alimentaire au Nunavik. Donc, c'est pourquoi il y avait une nécessité là, de développer une stratégie pour adresser ces besoins-là puis ces priorités. Puis, non seulement la sécurité alimentaire est impactée par les changements climatiques, mais c'est aussi les infrastructures, les services essentiels, la culture, la santé, la sécurité des Nunavimutes. Nunavimutes, ça représente les habitants du Nunavik. Donc ici, juste un mot, je vais passer vite là-dessus sur le savoir traditionnel inuit et la science occidentale. En fait, c'est juste pour dire que c'est 2 manières d'expliquer, 2 manières de comprendre des situations complexes qui sont différentes, mais les 2 sont valides. Puis on veut réitérer l'importance d'impliquer le savoir inuit dans la recherche, dans les projets, puis pas juste de l'assimiler dans la recherche scientifique. Donc, je trouve que cette image-là représente bien la manière, je pense, de travailler ensemble, le savoir inuit et la science occidentale. C'est de travailler ensemble de manière égalitaire. Puis,
dans le développement de la stratégie, le savoir inuit était vraiment au cœur du processus. Donc, c'était juste pour réitérer l'importance. Ici, adaptation et atténuation. Vous connaissez déjà la différence entre les deux. Donc, l'adaptation, c'est développer des actions pour s'adapter au changement climatique, en gros. Puis l'atténuation, c'est faire des actions pour réduire notre empreinte de gaz à effet de serre pour diminuer notre impact sur les changements climatiques, diminuer les changements climatiques. Puis la stratégie est vraiment centrée sur l'adaptation et moins sur l'atténuation. Donc, comme vous allez le voir, là, c'est vraiment des initiatives qui sont centrées sur l'adaptation. On est conscient que l'atténuation, c'est très important aussi. Il y a déjà des actions qui se font au Nunavik pour atténuer l'impact des changements climatiques. On essaie de moins en moins d'utiliser le diesel pour faire fonctionner les communautés qui fonctionnent toutes au diesel en ce moment. Comme par exemple à Inukjuak, qui ont inauguré il n'y a pas si longtemps que ça la première centrale hydroélectrique à Inukjuak. Aussi, il y a des projets éoliens qui s'en viennent de plus en plus au Nunavik. Donc, en 2019, Inuit Apirit Kanatami, ça c'est une organisation inuit nationale qui représente tous les Inuits du Canada, des 4 régions de l'Inuit Nunangat. Inuit Nunangat, ça veut dire, ça représente toutes les régions inuites du Canada ici. Ils ont publié la première stratégie nationale inuit sur les changements climatiques en 2019, qui adressait les besoins et priorités des Inuits partout au Canada. Puis, à partir de que cette stratégie-là a été publiée, les 4 régions inuites du Canada ont eu le mandat de développer leur propre stratégie régionale pour adresser les préoccupations et les enjeux plus régionaux, parce qu'on s'entend que, par exemple, les enjeux du sud du Nunavik, par exemple, à Kuujjuaq-Apik, ne sont pas les mêmes que les enjeux au nord du Nunavut. Donc, on voulait vraiment faire 4 stratégies différentes pour représenter chaque région. Donc, c'est de là que vient l'idée de développer notre stratégie du Nunavik. Donc là, je vais embarquer dans la stratégie d'adaptation au changement climatique du Nunavik. Il y a 4 grands objectifs. Le premier, c'est d'établir et de communiquer une vision qui est partagée au Nunavik pour l'adaptation au changement climatique. Donc, on s'entend sur quoi travailler ensemble, vers quel but on veut atteindre, quels objectifs on veut atteindre ensemble, puis c'est comment on veut travailler ensemble dans les 10 prochaines années. Parce que la stratégie va être sur 10 ans, la première stratégie. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'améliorer la collaboration et la coordination entre les communautés et les organisations pour qu'on travaille plus ensemble, que ce soit plus coordonné, le travail vers l'adaptation au changement climatique. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'informer les décideurs gouvernementaux, de les informer des priorités, des besoins des Nunavimiotes pour qu'ils soient au courant vraiment de qu'est-ce qui est nécessaire au Nunavik en ce moment, c'est quoi les besoins, c'est quoi les réalités. Parce qu'on se rend compte que les décideurs gouvernementaux, c'est normal, il n'y a pas de stratégie en ce moment pour les informer de ça, mais ils n'ont pas les connaissances vraiment quant à ce qui est nécessaire pour s'adapter au changement climatique. Puis, le but ultime de la stratégie, c'est vraiment de renforcer la résilience des communautés, puis des organisations aussi là, face au changement climatique. Donc ici, ça, c'est l'approche qu'on a utilisée pour développer la stratégie. C'est un petit résumé. Moi, je le vois en 3 phases, comment on a développé la stratégie. Premièrement, il y a une première phase qui est un atelier de travail à l'échelle régionale. On a fait ça en novembre 2019. C'était un atelier de travail à Kuujjuaq avec 26 membres des communautés qui venaient de 13 communautés au Nunavik. Il y a une personne d'une communauté qui n'a pas pu participer, a eu un empêchement. Donc, on avait quand même une bonne représentation du Nunavik. C'était pour adresser les impacts des changements climatiques sur la sécurité alimentaire, sur le territoire, puis aussi les besoins en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, à partir de cet atelier de travail-là, on a été capable de cibler c'était quoi les grands besoins en matière d'adaptation au changement climatique. Puis, ça nous a permis d'identifier les organisations qui pourraient collaborer avec nous pour développer la stratégie. Donc, on a identifié ces organisations-là, puis on a établi 5 groupes de travail avec qui on a conduit 21 groupes de travail puis des rencontres
de 2020 à 2021. Puis, durant ces rencontres-là, on a discuté justement des besoins en adaptation au changement climatique, mais je vais revenir dans quelques diapositives présentées plus en profondeur. Puis, ces groupes de travail-là, ça nous a permis, en fait, de développer la stratégie, la première version de la stratégie. Cette version-là a été renvoyée aux organisations. Les organisations nous ont renvoyé leurs commentaires, leurs questions, puis on est venu avec une deuxième version de la stratégie. Cette deuxième version-là, c'est la version actuelle, en fait, qui est disponible pour consultation sur le site de Makivik. Si vous voulez la consulter, juste à écrire sur Google Nunavik Climate Change Adaptation Strategy. Ça devrait être le premier qui sort là, sur le site de Makivik. Puis, c'est important de dire que c'est encore un draft, ce n'est pas final, donc c'est encore, en amélioration puis en processus. Puis, donc, avec cette version-là de la stratégie, moi, je fais les consultations publiques dans les communautés du Nunavik pour présenter cette version-là de la stratégie, pour m'assurer que les membres des communautés sont d'accord avec ce qu'il y a dans la stratégie, s'ils adhèrent à ce qui est indiqué dans la stratégie. Leur demander s'ils n'ont pas d'autres préoccupations, d'autres idées, d'autres besoins qui ne sont pas encore intégrés dans la stratégie. Donc, ça, c'est en cours en ce moment. Donc, la première phase, j'en ai déjà un peu parlé, c'était avec 26 membres des communautés, il y avait des aînés, des jeunes, des femmes, puis des chercheurs, des représentants de différentes organisations. Donc, on avait une bonne représentativité de différents groupes lors de cet atelier de travail-là. Puis, comme j'ai mentionné, l'objectif, c'était d'identifier quelles organisations seraient importantes à impliquer dans le processus. Ici, je vais présenter quelques résultats de l'atelier de travail. Ça, ici, c'est les impacts qui ont été mentionnés par les participants. Donc, ce n'est pas des impacts tirés de revues scientifiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui a été mentionné par les participants lors de l'atelier de travail. Donc, concernant la glace, il y a des impacts qui ont été nommés concernant la glace, le territoire, la végétation, la faune, puis la météo. Donc, concernant la glace, d'année en année, avec les changements climatiques, est de plus en plus mince. À l'automne, elle va se former beaucoup plus tard. Comme par exemple, j'étais à Salouit la semaine dernière, qui est vraiment au nord du Nunavik, une des communautés les plus au nord, puis il n'y avait pas encore de glace dans le fjord, ce qui est complètement anormal. La glace fond beaucoup plus tôt au printemps. Puis, la qualité de la glace est de moins en moins bonne pour se déplacer. Donc, tout ça ensemble, ça a des impacts très importants sur le déplacement des membres des communautés. Pour le territoire aussi, premièrement, la fonte du pergélisol qui a des impacts sur les infrastructures, ça augmente les risques de glissement de terrain. Ça rend les sols plus instables. Aussi, ça fait des émissions de gaz parce qu'il y a du méthane, du CO2 qui sont emmagasinés dans le pergélisol. Puis quand il dégèle, en fait, ça libère ces gaz. Par la suite, plus d'érosion, donc ça fait de la sédimentation dans les rivières. Ça a des impacts sur les infrastructures qui sont près des sources d'eau. Diminution du niveau d'eau dans les rivières, dans les lacs aussi. Ensuite, pour la végétation, il y a quelques communautés qui ont noté une augmentation, d'autres une diminution de la quantité des petits fruits. Il y a également un processus de shrubification. Je ne sais pas s'il y a une traduction pour ça, mais shrubification, oui? Arbustification ou arbustation? Je ne sais jamais quel mot. Arbustation, ça sonne bien. C'est le processus par lequel il y a de plus en plus d'arbustes en fait, qui poussent, puis ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur le déplacement aussi, parce que les communautés qui étaient habituées à avoir de la végétation très, très basse ou pas de végétation, ils ont de plus en plus de végétation haute. Ça a un impact sur le déplacement, sur le paysage. Par la suite, des nouvelles espèces de plantes qui sont inconnues. Également, concernant la faune, il y a des nouvelles espèces qui arrivent, qui montent vers le nord, comme l'ours noir, le castor. L'orque, il ne monte pas vers le nord, c'est plus l'inverse, les orques. Ensuite, des impacts sur les déplacements migratoires des mammifères terrestres, des mammifères marins, comme le beluga, le caribou, le morse. Ça a été noté qu'il y a une diminution du nombre d'individus, mais après ça, par exemple, le caribou, homme chevalier et mouche noire. Encore là, c'est des impacts qui sont notés par les membres des communautés. Je veux réitérer. Puis, plus d'animaux ayant des maladies, comme par exemple la giardia, qui est transmise à partir des castors qui montent dans les rivières. C'est une nouvelle maladie qui n'était pas présente, peu présente, je
pas le professionnel, mais dans les rivières. Puis finalement, la météo est de moins en moins prévisible avec les changements climatiques. Les vents vont changer beaucoup plus rapidement. Les tempêtes, les blizzards vont arriver beaucoup plus fréquemment puis de manière moins prévisible qu'avant. Donc, tout ça ensemble, ça rend encore là le déplacement sur le territoire beaucoup plus dangereux qu'avant. Donc, ça, c'est les impacts sur les communautés qui ont été notés. Bien, comme j'ai mentionné, l'accès au territoire est de plus en plus restreint avec les changements climatiques. Donc, ça a un impact sur le transfert des connaissances aux plus jeunes, qui normalement se fait sur le territoire. Ça se fait pas... de manière générale, ça se fait sur le territoire et non pas en enseignement un à un à l'école, par exemple. Donc, la diminution de l'accès au territoire a vraiment un impact sur leur culture puis sur leur capacité aussi à utiliser le territoire. Donc, il y a une perte des expertises puis des connaissances. Concernant la sécurité alimentaire, bien, comme l'accès au territoire est restreint, de plus en plus dangereux, bien, ça a un réel impact parce que les Inuits dépendent vraiment des ressources du territoire pour s'alimenter. Puis également, dans les communautés, la nourriture dans les épiceries sont extrêmement coûteuses. La nourriture est très, très, très coûteuse. Donc, ça a aussi un impact sur les communautés parce que c'est plus difficile de s'alimenter. Par la suite, le santé et bien-être, ben, il y a de plus en plus de maladies, de contaminants dans la viande et dans l'eau. C'est ce qui a été rapporté par les participants. Puis ensuite, concernant les infrastructures, ben, par exemple, la fonte du pergélisol, ça a un impact sur les maisons. Les maisons avec le sol qui est plus instable, ça va faire des cracks dans les bâtiments. Ça va laisser rentrer l'humidité, ce qui va créer de la moisissure des champignons dans les bâtiments. Puis ça a un impact sur la santé. C'est un risque pour la santé des membres des communautés. Ensuite, des impacts aussi sur les infrastructures aéroportuaires, sur les routes, sur les chemins. Il y a des routes qu'on voit dans des lieux où le pergélisol est en train de fondre, que les routes sont en vague comme ça, alors qu'au départ, ils étaient droites. Donc, c'est tous des impacts sur les communautés. Donc, cet atelier de travail-là nous a amené à développer, comme j'ai dit, les 5 groupes de travail. Les 5 groupes de travail sont ici à gauche. Donc, on a établi des groupes de travail composés de différents représentants de différentes organisations. Les 5 groupes de travail étaient en lien, là c'est écrit vraiment petit, c'était en lien avec la culture et l'enseignement, la santé et la sécurité, l'économie et les affaires, les infrastructures et les services communautaires, puis la sécurité alimentaire. Puis on a aussi fait des rencontres individuelles avec d'autres représentants de d'autres groupes, je dirais, qu'on n'avait pas inclus nécessairement dans les groupes de travail, mais qu'on trouvait vraiment important de consulter. Donc, on a rencontré des représentants des perspectives des jeunes, des ressources archéologiques, aussi des parcs et du tourisme, des perspectives municipales, puis du transport et de la connectivité. Donc, au total, c'est des représentants de 29 organisations qui ont participé au processus du développement de la stratégie. Ça incluait des organisations de jeunes, d'aînés, de femmes. Donc, on a essayé d'inclure le plus de groupes, le plus de perspectives dans le processus. Comment on a fonctionné durant les groupes de travail? C'était avec ce modèle-là, je dirais. Quand on demandait c'était quoi les besoins en termes d'adaptation au changement climatique, par exemple, on parlait de santé et de sécurité. On demandait c'est quoi, pour la santé et la sécurité sur le territoire, c'est quoi nos objectifs? Par exemple, il faisait sortir un objectif à long terme. On se demandait, ben oui, c'est une bonne idée, mais comment on atteint ça? C'est quoi qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Donc, il arrivait à proposer des objectifs à moyen terme en disant, ça sera en faisant ça, en faisant ça. Puis, par la suite, on posait les mêmes questions pour arriver à des objectifs à court terme. Donc là, c'est abstrait, mais je vais présenter un exemple concret. Ici, on voit mal à droite, mais par exemple, ici, c'est écrit Maintain Travel Safety. Donc ça, ici, c'est un objectif à long terme qui avait été mentionné, assurer la sécurité dans les déplacements sur le territoire. Pour atteindre ça, il y a des objectifs à moyen terme qui avaient été présentés, dont améliorer les Search and Rescue et les services d'urgence. Donc, les Search and Rescue, c'est le sauvetage, je dirais, sur le territoire. Je ne connais pas le vrai terme en français, qui est ici.
améliorer Search and Rescue and Emergency Services, ici. Puis pour atteindre ça, on a identifié des objectifs à court terme, comme améliorer l'accès aux équipements de Search and Rescue, les équipements spécialisés, donc les caméras sous-marines pour les Search and Rescue dans l'eau, les drones, les skidoos, les hovercrafts. Hovercrafts, c'est des machines qui vont sur l'eau et sur la terre avec une hélice. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Aussi former des plongeurs dans les communautés, donc donner des formations professionnelles à des plongeurs pour les Search and Rescue, puis offrir des meilleures conditions pour les premiers répondants pour garder une main-d'œuvre dans les communautés, pour s'assurer qu'on ait vraiment une main-d'œuvre toujours présente, prête à répondre à l'appel pour les urgences, comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a développé la stratégie. Puis ici, c'est la structure. Donc, les objectifs à court terme, le but, c'est de les atteindre avant 2 ans. Les objectifs à moyen terme, avant 5 ans. Puis les objectifs à long terme, c'est visé pour 10 ans. Ça ici, c'est la liste de toutes les organisations qui ont été impliquées dans les groupes de travail, puis les rencontres ciblées. Donc, tout ça ici, c'est les organisations. Puis ici, ça, c'est les villages nordiques. Donc, les communautés, les villages nordiques, c'est les municipalités, en fait, des communautés qui ont été impliquées dans le développement de la stratégie. Il y en a 9, mais c'est important de noter qu'on a envoyé des invitations aux 14 villages nordiques, puis on a eu une réponse positive de 9. Puis c'était en plein milieu de la pandémie qu'on faisait les groupes de travail, donc c'est peut-être ça qui a expliqué qu'on a eu... on n'a pas eu des réponses des 9 villages nordiques, mais c'est important de dire qu'ils sont quand même consultés, les villages nordiques, pendant les consultations publiques qu'on conduit en ce moment. On rencontre les villages nordiques, donc ils ne sont quand même pas laissés de côté dans le développement de la stratégie. Donc ici, ça, c'est les 4 grands piliers de la stratégie. Les 4 piliers, c'est les objectifs à long terme. C'est ce qu'on veut mettre sur place pour les 10 prochaines années. C'est ce qu'on veut atteindre. C'est ce qui tient la stratégie ensemble, je dirais. Puis pour chaque pilier, c'est ça, les objectifs à long, moyen et court terme. Donc le premier pilier qui est, je dirais, le plus important, qu'une fois qu'on va l'atteindre, ça va être faciliter l'atteinte des 3 autres piliers, c'est d'avancer, voire même atteindre l'autodétermination et l'équité des Nunavummiut. Des Inuits du Nunavik, excusez. Par la suite, protéger la santé, le bien-être et la culture des Nunavummiut. Ensuite, protéger et améliorer les infrastructures dans les communautés. Puis finalement, améliorer la distribution des services essentiels. Donc, pour chaque pilier, je vais présenter les objectifs à long terme. Je ne présenterai pas ça à moyen et court terme parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis ça serait trop long. Donc, pour le premier pilier, c'est d'améliorer la coordination et le support communautaire au Nunavik pour l'adaptation au changement climatique, d'atteindre l'équité dans les politiques climatiques qui touchent les Nunavummiut, donc les politiques climatiques, soit au niveau provincial ou fédéral. On veut qu'il y ait une meilleure représentativité des intérêts inuits puis qu'on atteigne l'équité dans ces politiques-là, en fait, qui les touchent. Par la suite, d'améliorer l'intégration du savoir inuit, ça rejoint un peu l'objectif d'avant, dans la planification de l'adaptation au changement climatique, que ce soit eux, en fait, qui mettent en place la planification de l'adaptation au changement climatique. Renforcer l'implication des communautés dans la conservation ou l'intendance du territoire, que ce soit eux qui gèrent leur territoire, que ce soit eux qui protègent les ressources, qui s'occupent de protéger les ressources du territoire, puis de renforcer l'adaptation des économies au niveau local et régional. Ensuite, le pilier 2, les objectifs à long terme, c'est d'améliorer la sécurité lors des déplacements sur le territoire, comme l'exemple que j'ai donné avec les Search and Rescue. Améliorer l'accès à l'eau potable sur le territoire, assurer l'accès à des aliments traditionnels sains et sécuritaires. Comme j'ai mentionné au début, l'accès est de plus en plus restreint à cause que l'accès au territoire est beaucoup moins facile qu'avant. Réduire les risques pour la santé qui sont liés aux dangers puis aux impacts causés par les changements climatiques. Renforcer la transmission culturelle puis l'enseignement des pratiques traditionnelles, surtout entre les aînés puis les jeunes. Puis finalement, protéger le patrimoine culturel du Nunavik qui est impacté par les changements climatiques.
Pour le pilier 3, on a deux objectifs à long terme, c'est de réduire la dégradation puis maintenir la qualité des infrastructures existantes dans les communautés. Puis le deuxième objectif, c'est d'améliorer la résilience des nouvelles infrastructures face au changement climatique. Puis les infrastructures, c'est vraiment tout. C'est les aéroports, les pistes d'atterrissage sur le territoire, c'est les routes d'accès, les quais, les maisons. C'est vraiment tout. Puis pour donner un exemple, les pistes d'atterrissage sur le territoire, il y en a plusieurs qui sont impactés par la fonte du pergélisol, par le changement des vents dominants qui changent de côté. Il faut réorienter des pistes d'atterrissage. Donc, c'est des exemples de choses qu'il va falloir faire dans les 10 prochaines années. Pour le quatrième pilier, c'est d'améliorer l'approvisionnement en eau potable dans les communautés. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent sûrement, mais l'eau au Nunavik est livrée par camion-citerne aux maisons, est prise dans des lacs et amenée à une usine de traitement d'eau. Puis ensuite, l'eau est livrée dans les maisons avec des camions-citernes. Donc, on s'entend s'il y a un blizzard qui dure, par exemple, 4 jours, puis que les véhicules ne peuvent pas se déplacer sur le territoire, ben, il y a des gens qui n'auront pas d'eau potable pendant 4 jours. Donc, on veut améliorer l'approvisionnement en eau potable. Même chose pour les services de collecte, de traitement des eaux noires, c'est la même chose. Les camions vont chercher les eaux usées dans les maisons pour les amener à l'usine. Ou pas dans l'usine, dans le lagoon d'eau usée. Par la suite, améliorer la production et l'accès des énergies fiables et sécuritaires. J'ai mentionné un peu tantôt les nouvelles sources d'énergie qui sont en train de s'implémenter au Nunavik. Améliorer l'approvisionnement des aliments dans les communautés. Ça aussi, c'est un problème qui est impacté par les changements climatiques, comme on a mentionné. Puis améliorer la fiabilité des liaisons aériennes, que ce soit pour le transport des personnes, le transport de marchandises ou pour les évacuations médicales. Par exemple, le transport des marchandises, comme pour l'approvisionnement en eau, s'il y a un blizzard qui dure 4 jours, puis que l'avion ne peut pas atterrir avec la nourriture, parce que les cargos, les avions là-bas, ils livrent de la nourriture par cargo. Donc, si l'avion ne peut pas atterrir, bien, ils n'ont pas de nouvelle nourriture dans la communauté pour plusieurs jours. Il faut trouver des solutions pour répondre à ces problèmes. Donc, finalement, la phase 3, c'est les consultations publiques qui sont dans les 14 communautés. C'est en cours. On a commencé en mai dernier. Puis, ces consultations-là, c'est vraiment pour donner une voix à tout le monde, donner une opportunité à tous les membres des communautés qui puissent s'exprimer sur la stratégie, poser leurs questions, puis vraiment s'assurer qu'elles répondent à leurs besoins, qu'on ne soit pas complètement dans le champ avec ce qu'on propose, puis qu'on veut vraiment être sûr que ça répond aux besoins réels. Puis, c'est ça, donner une chance à tout le monde de s'exprimer. Pour que quand on publie la stratégie, bien que les Inuits soient comme, oui, c'est ce qu'on a dit, on est d'accord avec ça. En ce moment, on est en train de conduire ça dans les 14 communautés. Il reste 2 communautés à consulter, c'est Inukjuak et Kuujjuaq. Ça va se faire dans les 2 prochaines semaines. On fait des séances d'information publique, soit en personne ou à la radio, mais c'est principalement à la radio que je fais ça parce que c'est une manière vraiment pratique d'entrer en contact avec tout le monde. La radio, là-bas, c'est quelque chose de pas mal plus important qu'ici. Pas mal tout le monde écoute la radio au travail, chez eux, dans leur voiture. Donc, c'est une bonne manière d'informer tout le monde. Puis, les gens peuvent appeler, poser leurs questions, donner leurs commentaires. Donc, c'est une manière qu'on trouve plutôt fonctionnelle pour consulter la population. Puis, on consulte aussi les organisations locales. Comme j'ai dit tantôt, les villages nordiques, les Land Holding Corporations, ça, c'est les corporations foncières des communautés. C'est ceux qui gèrent les terres de catégorie 1, en fait. Les LNUC, c'est les associations locales de chasseurs, pêcheurs, trappeurs. On a rencontré des représentants Makivik, puis des représentants de l'administration régionale Kativik. Donc, c'est ce qui se passe durant la tournée des communautés de consultation. Ici, c'est comment la stratégie va être utile pour les communautés. Premièrement, c'est pour guider les actions des communautés pour l'adaptation au changement climatique, de développer des collaborations entre les organisations puis les communautés pour prendre des actions ensemble coordonnées pour l'adaptation au changement climatique. Puis finalement, un point qui est vraiment important, c'est d'aider à communiquer les priorités des Nunavimiotes au gouvernement pour que les ressources, le financement soient dirigés vers ces priorités-là, plutôt que
vers d'autres solutions ou d'autres projets qui ne sont peut-être pas nécessairement en ligne avec les vraies priorités actuelles au Nunavik. Ici, c'est les défis. Je vais passer vite là-dessus. Les défis en lien avec le développement, ben, c'est surtout des défis techniques. C'est rien d'extraordinaire. Il y a eu la pandémie pendant les ateliers de travail, donc on a dû tout faire ça virtuellement, ce qui est moins d'adon que de faire ça en personne. Ensuite, pour ceux qui ont voyagé au Nunavik, ben, la planification des rencontres, des ateliers de travail, ben, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la situation de l'hébergement. Il y a très peu d'hébergements au Nunavik. Les vols sont souvent retardés, annulés. Ça fait en sorte que ça rend le tout pas mal plus complexe. Les différences culturelles, la barrière de la langue, il y a beaucoup d'aînés qui ne parlent qu'inuktitut ou qui s'expriment mieux en inuktitut et qui préfèrent parler en inuktitut. Donc, ça prend un interprète pour discuter avec ces personnes-là. Puis, quand il n'y a pas d'interprète, ben, on est mal pris. Puis, par la suite, les modes de vie différents. Comme pour donner un exemple, j'ai essayé d'organiser des consultations pendant la période de la chasse à l'oie. Puis, c'était vraiment pas une bonne période. Les gens étaient sur le territoire, ils étaient partis à la chasse. Puis, moi, j'ai dû m'adapter avec ça. Donc, c'est pas vraiment un défi. C'est plus une situation à laquelle il fallait qu'on s'adapte. Puis, il y a plein de différences culturelles comme ça. C'est juste des exemples qui rendent les situations plus particulières. Puis ensuite, un gros obstacle, je dirais, c'est que les Inuits, comme pas mal beaucoup de peuples autochtones au Canada, ils souffrent de consultation fatigue, de fatigue de consultation, en fait, parce qu'ils se font consulter pour des projets comme ça, pour la stratégie, pour des recherches scientifiques, par des universitaires, par le gouvernement, par des projets du gouvernement, pour des consultations publiques, pour des développements miniers au Nunavik, pour plein de choses. Donc, ils sont tout le temps consultés pour toutes sortes d'affaires. Puis il faut trouver des moyens de les impliquer quand même, parce qu'il faut les impliquer, mais en réduisant le temps et l'énergie qui est nécessaire à leur participation. Puis nous, ce qu'on a trouvé pour la tournée des communautés, ben, j'ai trouvé que la radio, c'était une bonne solution, parce que c'est une solution qui permet à tout le monde qui veut l'écouter d'écouter en étant au confort de chez eux, puis de pouvoir appeler, laisser leurs commentaires, poser leurs questions. Donc, pas besoin de se déplacer, aller voir une présentation qui dure 1 heure, puis ainsi de suite. Pour la mise en œuvre, ben, ça va être un défi au grand complet de mettre la stratégie en œuvre, on s'entend, dans un contexte où le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ont déjà leurs priorités, ils ont déjà leur programme, leur stratégie en matière d'adaptation au changement climatique, puis notre stratégie sera pas nécessairement à 100% en ligne avec tout ce qui est dit par les programmes provinciaux fédéraux. Donc, il va falloir s'assurer de vraiment collaborer avec eux, trouver des moyens de mettre en œuvre la stratégie, d'avoir du financement pour mettre les actions en place, même si notre stratégie est particulière et peut être différente de ce qui est fait au provincial puis au fédéral. Donc, ça rejoint un peu le deuxième point. Lorsqu'on va avoir du financement pour mettre en œuvre la stratégie, si le financement ne permet pas de mettre en place tout ce qui est inscrit dans la stratégie, bien, comment on va faire pour la mettre en œuvre? Quelles actions on va prioriser? Donc ça va être un bon défi de faire la priorisation des objectifs à atteindre. Donc, si on reçoit tel budget, est-ce qu'on va s'occuper des pistes d'atterrissage ou on va s'occuper de fournir des radios à toutes les communautés pour qu'ils soient sécuritaires sur le territoire? Ça va être un défi à faire, puis il va falloir travailler là-dessus, puis trouver des solutions. Puis ensuite, atteindre l'autodétermination des Inuits en matière d'adaptation au changement climatique. C'est un bon défi qu'on a, puis tant et aussi longtemps que les communautés, les organisations vont demeurer dépendantes de financement externe, puis de demeurer en attente de financement pour faire avancer leurs projets. On ne pourra pas atteindre ça. Donc, il faut trouver des solutions, il faut travailler là-dessus pour trouver des manières de travailler pour que les communautés soient capables de développer leurs propres projets sans tout le temps être en attente d'autorisation externe, de financement externe. Donc ça, c'est aussi un défi. Les apprentissages tirés, il y a beaucoup de textes. Je vais passer vite là-dessus. En fait, je dirais que la leçon qu'on a tirée, c'est vraiment que de travailler de A à Z
depuis le début avec les communautés concernées, avec les membres des communautés concernées, les organisations du Nunavik. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé parce qu'on a pu développer une stratégie puis, qui tenait en compte leurs préoccupations dès le départ. Puis là, je le remarque quand je fais les consultations publiques puis je présente la stratégie, souvent, on se dit oui, c'est ça nos priorités, c'est ça qu'on a besoin, puis ça répond bien. Puis évidemment, ils ont d'autres commentaires qui sortent de ce qui est déjà établi dans la stratégie, mais ça a vraiment aidé ça plutôt que se fier aux expertises extérieures du Nunavik, développer une stratégie qui réponde aux besoins que scientifiques à proprement parler, puis d'arriver et dire voici notre stratégie, êtes-vous d'accord avec ça? Là, on aurait dû revenir à l'arrière puis recommencer le processus. Donc, je pense d'inclure les experts locaux dans le processus dès le départ, c'est la leçon, je pense, qu'on a tirée. Ça a très bien fonctionné comme ça. Puis, c'est pas mal ça que j'avais. Donc, finalement, les prochaines étapes, cet automne, c'est terminé la consultation dans les 2 communautés restantes. Puis, après les fêtes, on va compiler toutes les informations qu'on a reçues durant les consultations publiques. On va faire une 3e version de la stratégie en fonction des commentaires qu'on a reçus pendant les consultations. Cette version-là va être renvoyée aux organisations. On va demander, êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord? Ça va être votre stratégie. Donc, on veut vos commentaires finaux là-dessus. Puis, en fonction de ces commentaires-là, on va publier la stratégie. On va faire la stratégie finale, puis la publier officiellement cet hiver. On n'a pas de date exacte encore, là, mais ça doit être autour de février, mars, si tout va bien, la publication officielle de la stratégie. Finalement, une étape qui est vraiment, vraiment importante pour la mise en œuvre de la stratégie, c'est le développement d'un comité régional sur les changements climatiques. Ce comité-là, ça va être celui qui va s'occuper de la mise en œuvre de la stratégie. Parce qu'on a beau développer une stratégie, s'il n'y a personne qui dirige, s'il n'y a personne qui émet des indicateurs de réussite pour les objectifs, s'il n'y a personne qui s'occupe de la mettre en œuvre, de consulter les communautés, consulter les organisations pour s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires pour faire avancer leur projet, ça ne sert à rien. Donc, on veut s'assurer qu'il y a vraiment un comité qui gère la mise en œuvre, qui appuie les communautés et les organisations dans leur démarche, dans le développement d'actions d'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est en développement, mais on n'est pas encore rendu là. On est dans les débuts, je dirais. Donc, je pense que c'est ça. Oui. Donc, merci à tous nos collaborateurs qui ont participé dans le projet. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Super intéressant comme conférence. On va se déplacer pour être dans la caméra ici. Donc, on va prendre les questions. On va essayer d'alterner, peut-être dans la salle et puis dans les personnes en ligne. Donc, on va commencer ici dans la salle et puis je vais laisser monsieur répondre aux questions besoin. Je vais juste faire un petit changement ici. Oui. Justement, par rapport à la mise en œuvre de la stratégie, nous, on fait des consultations avec plusieurs groupes. Est-ce que les groupes sont conscients qu'ils vont avoir un rôle à jouer dans l'application des actions qu'ils proposent et des idées, ou ils sont vraiment là en consultation et ils disent on laisse ça, vous faites ce que vous voulez par la suite? Oui, c'est une très bonne question. Puis oui, ils veulent impliquer, puis c'est le plan. Là, dans le fond, ça va être les organisations locales, mettons les land holdings, ça va être eux qui vont gérer leur projet à eux. Puis le but, ce qui va être difficile de la mise en œuvre, c'est d'avoir du financement qui ne vient pas, par exemple, à la miette. S'ils veulent réaliser un projet sur 10 ans, s'il faut qu'ils attendent du financement à chaque 2 ans pour faire avancer leur projet, nous, c'est ça qu'on veut éviter. Puis on veut travailler avec les gouvernements pour avoir du financement d'une manière à ce que les projets peuvent aller de l'avant sur le long terme sans toujours être pris dans des démarches administratives infinies. Puis les communautés, oui, les communautés et les organisations, c'est elles qui vont mettre en œuvre leur propre projet. Puis le comité va être en appui à eux. Là. Ils sont d'accord. Puis ils nous le disent souvent. On ne veut pas que ce soit des ressources externes du gouvernement qui viennent faire nos projets. C'est eux qui veulent les accomplir. Oui?
c'est une question de suivi de le même sujet. Et est-ce que les communautés est ouverte à voir les projets et servir comme partenaire dans différents projets? Parce que, par exemple, il y a les financements pour... Son projets de recherche, mais son projets de recherche que peut-être sont aussi la solution à certains objectifs. Est-ce que la communauté est ouverte à choses comme ça? Oui. Puis si, par exemple, il y a des projets universitaires qui touchent des communautés, je ne veux pas parler pour toutes les communautés, puis je veux parler pour ce que j'ai entendu, mais c'est des gens qui sont contents de participer, puis de collaborer, puis d'apporter leur expertise aussi, parce que les projets scientifiques, les chercheurs, ils apportent des connaissances qu'eux n'ont pas nécessairement, puis eux, vice-versa. Fait que de ce que j'ai entendu, sont contents de pouvoir participer à ces initiatives-là. Parce qu'une chose que j'ai remarqué dans la présentation, c'est qu'il y a les objectifs bien définis dans chaque pilier, mais comment on va faire les objectifs n'est pas vraiment complètement clair. Ouais, puis c'est un bon commentaire. Dans le fond, c'est un peu voulu. On a établi des objectifs à long terme, moyen terme, puis court terme. Puis par la suite, il y a les actions concrètes qui vont être prises. Puis ça, on veut que ça reste un peu flexible. Les besoins changent d'une communauté à l'autre. Puis c'est une très bonne question. Là, ça va être vraiment le gros du travail de la mise en œuvre, le développement premièrement du comité. Puis ensuite, on travaille avec un programme du fédéral pour développer un agenda pour nous aider à mettre en œuvre la stratégie. Puis, non, les actions concrètes, par exemple, je ne sais pas, donner 1 million, mettre, je ne sais pas, 2 millions pour la formation de plongeurs en search and rescue, c'est pas inclus dans la stratégie, mais ça va être quelque chose qui va venir dans le plan de mise en œuvre, dans le plan d'action. C'est comme une construction. Oui, encore. La version finale va rester comme ça, n'aura pas les actions concrètes avec les montants alloués pour chaque action. Mais on a discuté avec des collaborateurs qui, eux, vont s'occuper de faire un plan d'action de mise en œuvre, puis ça va être plus là-dedans que les montants, la priorisation des actions vont être indiqués. Mais dans la stratégie, ça reste plus global. Je voulais parler après. On a une question en ligne. Oui, j'ai reçu beaucoup de questions en ligne, mais je t'en pose une première. Pourriez-vous nommer 3 compétences ou aptitudes que vous jugez essentielles pour faire avancer ce projet? C'est une bonne question. L'ouverture d'esprit, de la flexibilité, puis je dirais de la... Ouverture d'esprit, flexibilité, puis je dirais savoir travailler, avoir un bon esprit de collaboration, en fait, parce que tout repose là-dessus. Savoir collaborer, puis être ouvert à créer des nouvelles relations, puis établir des nouvelles collaborations. Ça serait ce que je réponds. On a une question de la salle. En cherchant des solutions à court terme, il y a des problèmes pour lesquels vous avez du mal à trouver des solutions à court terme, des solutions concrètes? C'est une bonne question parce que moi, je n'étais pas impliqué, je n'étais pas encore à Makivik pendant les groupes de travail. Donc, je ne pourrais pas te répondre malheureusement. Mais j'imagine que c'est un travail qui était plutôt complexe, là, mais je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont fait ce travail-là. Mais si tu veux, je peux demander puis te revenir. Mais je n'ai pas la réponse, désolé. Oui, madame. Merci pour la présentation. Moi, je travaille pour une chaire de recherche en anthropologie, une chaire Sentinelle-Nord, sur les sociétés inuites, surtout le Nunavik. Puis, j'ai plusieurs questions, mais je sais qu'on ne pourra pas les aborder, notamment par rapport à la langue. Mais pour faire du pouce sur ce qui a été dit avant, par rapport à la recherche, je pense que ce qui intéresse les gens ici, c'est beaucoup la recherche. Est-ce que votre stratégie inclut des recommandations pour la recherche, de 1? Et de 2, faut savoir qu'il va y avoir une organisation, une gouvernance qui se prépare au Nunavik, à Tanuvik. Donc, eux souhaitent gouverner la recherche au Nunavik. Donc, j'imagine que vous allez travailler avec eux pour guider la recherche, pour répondre à ces enjeux climatiques-là.
Puis, donc, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà des relations avec eux? Puis, est-ce que vous allez faire des recommandations issues des consultations pour la recherche en changement climatique? Pour la recherche, on a déjà des recommandations dans la stratégie là, qui touchent la recherche, puis ça touche principalement l'implication des Inuits dans la recherche. Pour continuer à impliquer les experts locaux dans la recherche, ça touche également, par exemple, continuer à informer les communautés de la recherche qui se fait au Nunavik, parce qu'on a reçu des commentaires comme quoi, des fois, il se fait de la recherche où il y a des analyses de sites de contamination, peu importe, qui se font, puis les communautés ne sont pas toujours tenues au courant. Donc, c'est vraiment tenir tout le monde au courant, les impliquer dans la recherche. Donc, oui, on a ça dans la stratégie. Puis, ta deuxième question. Ah oui, Ataniovic. Oui, Ataniovic, oui, ça va être coordonné ensemble. Puis, c'est drôle, c'est une de mes collègues au même département où je travaille qui coordonne le développement d'Ataniovic, c'est Camille. Donc, oui, on va essayer de coordonner ça ensemble. Puis, on souhaite qu'avec Ataniovic, justement, les données appartiennent aux Inuits, puis qu'on améliore le taux de détermination par la, la, l'obtention, l'acquisition de données, justement, qui demeurent au Nunavik, là, puis de ces projets de recherche. Là. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais oui, ça va être coordonné ensemble. De Lucas Grolot, il y a déjà des stratégies au niveau fédéral et provincial. Comment ont-elles été montées initialement et comment peuvent-elles s'harmoniser avec la vôtre? C'est une excellente question. Les stratégies à la base, la manière qui ont été construites exactement, les stratégies programme provincial, fédéral, je ne sais pas à quel point Makivik on a été impliqué là-dedans, puis les autres organisations du Nunavik, mais de la manière qu'on va coordonner ça, nous, on collabore avec des représentants du gouvernement provincial, puis des représentants du gouvernement fédéral aussi. On a des rencontres aux 2 mois, je dirais, avec eux pour justement discuter de comment on s'enligne avec notre stratégie, comment on va la mettre en œuvre, comment on va aligner nos priorités, puis tout. Puis c'est pas un travail qui est facile, je dirais. Là. C'est un work in progress. Puis, comme je disais, on travaille avec un programme, c'est Indigenous Climate Leadership. C'est un programme qui est en développement au niveau du fédéral pour justement donner du financement, trouver une manière de donner du financement aux organisations pour s'adapter au changement climatique. Puis on espère que ce programme-là va aider, puis va nous aider à atteindre nos objectifs en accordant du financement au plus long terme. Comme par exemple, nous, on aimerait ça avoir du financement sur 10 ans, par exemple, la longueur de la stratégie. À la place d'avoir du financement sur 2 ans, puis d'après ça, réappliquer, puis peut-être pas avoir assez de financement pour les éléments qu'on voulait atteindre dans ces 2 ans-là. Donc c'est ça, on collabore avec les gouvernements, puis on est en train d'essayer de trouver une manière de coordonner tout ça ensemble pour que ça s'arrime bien, mais c'est pas nécessairement facile. C'est un bon défi. Puis, mais on travaille là-dessus. Quel type d'organisation participer à l'élaboration de la stratégie et quel type d'organisation vont participer à sa mise en œuvre aussi? C'est seulement des organisations gouvernementales et de la société civile ou il y a eu des entreprises aussi? Je dirais toutes les organisations, comme par exemple, Air Inuit est inclus dans le développement de la stratégie. Puis Air Inuit est une des organisations, c'est une entreprise, Air Inuit. Puis eux, ils sont pris en compte dans la stratégie, puis ils vont mettre en œuvre aussi, le financement qu'on va demander dans notre plan d'action va adresser aussi les préoccupations et les priorités des entreprises, pas juste des organismes, par exemple, non lucratifs ou les organisations locales, mais vraiment même les entreprises là, sont pris en compte, puis ils vont travailler à la mise en œuvre aussi. Puis le comité régional de changement climatique qu'on veut établir, on ne sait pas encore ça va être qui précisément les représentants qui vont siéger sur ce comité-là. On travaille en ce moment un peu, on est dans les débuts de définir ça va ressembler à quoi le comité, mais on n'est pas rendu là encore. Mais oui, ça va s'adresser à toutes les organisations du Nunavik.
pensez que le financement qu'il y aura pour fournir des actions espérées à peu près? Est-ce que c'est plus Ouais. 50% ou quasiment tout? Ça dépend. Si par exemple on prend, c'est vraiment une bonne question. Si par exemple on prend la question de l'eau potable, puis on décide de faire un réseau, je sais pas, un réseau d'aqueduc là, ou un réseau de pipeline pour livrer l'eau potable aux maisons, ben juste ça, ou je sais pas, ça va être combien de millions, ça va peut-être prendre toute l'enveloppe qu'on va recevoir. Alors, ou réaménager tous les aéroports, ça va coûter des milliards. Fait que c'est une très bonne question. Puis on est en ce moment en train de parler justement avec le programme ICL, Indigenous Climate Leadership, pour établir un peu, ça va ressembler à quoi notre plan d'action, puis mettre un montant sur la mise en œuvre de la stratégie. Puis on fait affaire, c'est ça, avec des consultants qui, elles vont développer ce plan d'action-là, puis mettre un montant vraiment. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à ta question. Puis on ne sait pas non plus qu'on va avoir combien au total, du provincial, du fédéral. Mais je peux dire vite de même, si on veut tout mettre en œuvre, ça me surprendrait qu'on l'atteigne parce que c'est des montants extrêmement élevés. Réaménager tous les aéroports puis créer des services de livraison d'eau par pipeline, par aqueduc, c'est des trucs qui vont être très dispendieux. Mais on n'a pas de réponse. C'est ça. Ouais. Ouais, le plus possible. Ouais. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à la présentation puis vos coordonnées après? Oui, oui, oui. À moins que tout ce qui est dans la présentation se trouve déjà dans la stratégie, là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas les résultats d'atelier ou de travail dans la stratégie. Je ne sais pas si vous avez tout présenté les rapports. Pour l'atelier de travail, on a fait un rapport sur le workshop de l'atelier de travail que je pourrais te partager si tu veux. C'est comme sur le site web de Maquivic, toutes ces consultations-là? Je pense pas que la stratégie, oui, mais le rapport de l'atelier de 2019, je pense pas qu'il soit. Fait que je pourrais te l'envoyer si tu veux. Juste la présentation, ça va déjà. Après ça, si on veut d'autres choses, on pourrait communiquer. Puis, par rapport à la langue, la stratégie, j'imagine qu'elle est rédigée en anglais. Et dans les deux langues. En fait, en ce moment, elle est en anglais puis en inuktitut. Ouais. Parce que vous avez parlé des interprètes, l'utilisation de la langue pour les aînés, tout ça. Est-ce que, peut-être que tu n'étais pas là tout le temps là, aux consultations ou à ce groupe de travail, mais est-ce que vous avez soulevé les enjeux au niveau de la traduction de certains concepts? Et juste, mettons le mot neige, qu'il y a plusieurs façons de dire, là, mais des fois, il n'y a pas de traduction exacte de l'anglais à l'inuktitut. Je dirais, c'est vraiment une bonne question. On pas à ma connaissance, on n'a pas adressé ça. Puis, mais je dirais, la stratégie en soi est vraiment traduite par des traducteurs inuits. Fait que, à la base, j'imagine que ça reflète beaucoup plus leur compréhension que en tout cas, je suis pas clair, je me comprends dans ma tête. Mais non, pour répondre à tes questions, non. Mais on fait quand même affaire avec des interprètes locaux, vraiment des experts quand on fait les consultations. Mais on n'a pas eu cette discussion-là sur les termes plus ambigus puis de la différenciation entre l'inuktitut puis l'anglais. Ouais. À voir. Ouais. Ça serait quoi, parce par que exemple? si vous travaillez sur des enjeux très précis, mais des fois juste un même mot en anglais puis en français, tout n'est pas compris de la même façon. Mm-hmm. Et donc, agir sur quelque chose sans qu'on ne s'entende pas sur la définition, c'est difficile. Souvent, ça arrive qu'un traducteur ne sait pas comment traduire un mot en anglais que j'utilise ou qui est sur la présentation. Puis, il va me poser la question, puis avec le groupe qu'on est, on va discuter, puis jusqu'à temps qu'ils comprennent vraiment, puis là, il va le traduire en inuktitut. Ça arrive souvent quand ils ne comprennent pas un mot, ils le disent, puis ils veulent vraiment s'assurer que ça soit bien compris. Ils vont pas présenter quelque chose ils vont pas traduire quelque chose qui est pas le bon terme ou le bon concept. Souvent ils posent des questions, puis on s'assure que la compréhension est bonne pour tout le monde. Mais je tiens à compte ton commentaire. On a le temps pour une dernière question en ligne.
D'accord. Donc, sinon, ben, on va fermer la rencontre comme ça en remerciant M. Leblanc-Rochette pour sa présentation et puis à tout le monde pour votre présence. Donc, au plaisir de se revoir dans une autre de ces midi-conférences. On va vous tenir au courant des prochaines activités. Donc, merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci.